Je m'appelle Jessica, j'ai 28 ans, et la dernière fois que j'ai vu ma famille, ma sœur hurlait mon nom pendant que des huissiers de justice changeaient les serrures de sa porte d'entrée. Elle m'a traité de monstre, de serpent, de traîtresse, et tout ce à quoi je pouvais penser était « Tu n'as pas la moindre idée du temps que j'ai mis à préparer ce moment. » Vous voyez, à peine 6 mois plus tôt, elle, ainsi que mes parents, s'étaient assis à notre table de dîner familial et avaient systématiquement démantelé ma vie devant l'homme que j'aimais, tout cela pour leur propre amusement. Ils pensaient m'avoir brisée. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient d'allumer la mèche de la bombe qui ferait exploser leur monde entier. Ils m'avaient sous-estimé toute ma vie, et ils étaient enfin sur le point d'apprendre combien cette erreur allait leur coûter. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut comprendre ma famille. En apparence, nous étions l'image même de la réussite. Mes parents avaient fondé une agence de design d'intérieur exclusive, Harris Co. Design, il y a environ 30 ans. C'était leur fierté et leur joie. Mais en vieillissant, ils ont pris du recul, laissant les opérations quotidiennes à leurs 2 filles. Moi et ma sœur aînée, Amanda. Pour le monde extérieur, et certainement aux yeux de mes parents, Amanda était la star. Elle était le visage de l'entreprise. Elle avait le charisme, la personnalité audacieuse, l'aisance sociale pour charmer les clients et remporter des contrats. Elle était l'enfant prodige, drapée dans des vêtements de créateur financés par le compte de l'entreprise, son rire résonnant à chaque événement du secteur. Moi, en revanche, j'étais l'ombre. J'étais celle qui faisait réellement le travail. J'étais celle qui avait le diplôme de design, celle qui comprenait les logiciels d'architecture, l'approvisionnement en matériaux et la gestion de projets. Pendant qu'Amanda déjeunait avec un client potentiel, j'étais celle qui, au bureau, dessinait les plans, coordonnait avec les entrepreneurs et résolvait les cauchemars logistiques qu'elle ne pouvait même pas commencer à comprendre. J'étais le moteur, et elle n'était que l'ornement rutilant sur le capot. Et pendant des années, j'ai accepté cela. J'aimais ma famille et j'aimais le travail. Je me disais que peu importait qui recevait le crédit, tant que l'entreprise que nous construisions tous ensemble était prospère. Je fuyais les conflits, et l'idée de contester la hiérarchie familiale établie était terrifiante. Alors j'ai gardé la tête basse, j'ai encaissé mon modeste salaire qui n'était qu'une fraction de celui d'Amanda, et je me suis dit que j'étais une bonne fille et une sœur solidaire. Mes parents, les complices, perpétuaient cette situation. Ils louaient Amanda pour avoir décroché un énorme nouveau contrat, un contrat pour lequel j'avais passé 100 heures à préparer la présentation, et ils se tournaient vers moi et disaient « N'est-ce pas merveilleux ce que ta sœur accomplit, Jessica ? Nous sommes si heureux que tu sois là pour l'aider avec les petits détails. » Les petits détails. C'est ainsi qu'ils appelaient toute ma contribution, toute ma carrière. Puis j'ai rencontré Marc. Marc était différent. C'était un architecte que j'ai rencontré sur un projet commun, et il a immédiatement vu mon talent. Il m'a vu, moi. Il regardait mes créations, et voyait la réflexion, la précision, le sens artistique. Il ne voyait pas les petits détails, il voyait l'ensemble. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment vue par quelqu'un d'autre que moi-même. Notre relation s'est rapidement épanouie, et il est devenu mon rock, mon confident, mon plus grand supporter. C'est lui qui a le premier semé le doute dans mon esprit. Il posait des questions douces comme « Es-tu sûr d'être rémunéré équitablement pour ton travail ?» ou « On dirait que tu fais le travail de 3 personnes. Est-ce qu'Amanda apprécie tout ce que tu fais ?» Je balayais toujours cela d'un revers de main, conditionné par des années à privilégier la paix familiale à ma propre estime de moi. Mais les questions persistaient. Il a été le premier véritable allié que j'ai jamais eu, la première personne à valider le ressentiment calme et bouillonnant que j'avais réprimé pendant des années. Et c'est à cause de lui, à cause de l'amour que je lui portais et de l'importance que j'accordais à son opinion sur moi, que les événements de ce dîner fatidique sont devenus non seulement une nouvelle humiliation, mais le catalyseur d'une révolution. Le dîner était censé être une célébration. C'était le 35e anniversaire de mariage de mes parents, et nous étions tous réunis chez eux, dans la maison que j'avais essentiellement redessinée pour eux 2 ans plus tôt, un fait qui n'a jamais été mentionné. J'étais excitée, bien qu'un peu nerveuse, que Marc soit là. Je voulais qu'il me voie à travers ses yeux, qu'il voie la personne compétente et précieuse qu'il voyait. Quelle naïveté de ma part. La soirée a commencé avec l'agressivité passive habituelle. Ma mère a commenté ma simple robe noire, notant que la robe de créateur d'Amanda devait avoir coûté une fortune. Mais elle mérite de se faire plaisir, elle travaille si dur. Mon père a demandé à Marc ce qu'il faisait dans la vie, et en apprenant qu'il était architecte, il lui a tapé dans le dos et a dit « Oh, un architecte !
Vous et Amanda devez avoir tellement de choses à vous dire, comme si je n'étais même pas dans la pièce. Je sentis la main de Mark se resserrer sur ma cuisse sous la table, un petit geste de soutien. Mais c'est Amanda qui a transformé la soirée d'inconfortable à insupportable. Après quelques verres de vin cher, son lubrifiant social préféré, elle s'est penchée en avant avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Oh, Mark !» commença-t-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Il faut que tu entendes l'histoire la plus hilarante sur Jessica quand nous étions enfants. » Et elle a procédé au récit d'une histoire profondément embarrassante de mon adolescence. Une histoire que je lui avais racontée en confiance, en l'embellissant pour me faire paraître pathétique et stupide. Mes parents ont éclaté de rire, les complices profitant du spectacle. J'ai senti mon visage brûler de honte. Mark avait un visage de pierre, n'esquissant même pas un sourire. Mais elle n'avait pas fini. Le plat principal fut une agression calculée. « Tu sais, Jessica est si drôle, » dit-elle à Mark, m'ignorant complètement. Elle reste assise dans ce petit bureau toute la journée, à jouer avec ses programmes informatiques. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle doit sortir plus, être plus ambitieuse, mais je suppose que certaines personnes sont juste faites pour l'arrière-plan. Le mot « arrière-plan » est resté en suspens dans l'air, comme une fléchette empoisonnée et délibérée. Mon père a ajouté « Eh bien, il faut bien que quelqu'un s'occupe de la paperasse. Tout le monde ne peut pas être un génie des affaires comme toi, Amanda. » Il me définissait, me diminuait, me présentant comme la petite sœur ennuyeuse et sans ambition pour la consommation de Mark. Ils ne se contentaient pas de m'insulter. Ils essayaient d'empoisonner son opinion de moi, de s'assurer que je resterais dans la boîte qu'ils avaient construite. Le coup de grâce est venu pendant le dessert. Amanda, avec un sourire triomphant, a annoncé qu'elle achetait un nouvel appartement dans le quartier le plus cher de la ville. « Une petite récompense pour ce gros contrat d'hôtel que j'ai décroché », dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Le contrat d'hôtel pour lequel j'avais passé 3 mois de nuit blanche. Celui pour lequel j'avais personnellement développé un nouveau concept de design révolutionnaire qui avait conquis le client. Celui qu'Amanda avait présenté comme le sien. Elle s'est ensuite tournée vers moi, sa voix maintenant un ronronnement condescendant, et a dit « Ne t'inquiète pas, Jess. Une fois que je serai installée, tu pourras venir m'aider à choisir les couleurs de peinture. Tu es si douée pour ces petites choses. » Et à ce moment-là, en les regardant tous rire, en regardant l'homme que j'aimais observer ma famille avec une horreur naissante, quelque chose en moi ne s'est pas seulement brisé. Il s'est calcifié. Il est passé de la blessure à quelque chose de froid, de dur et de terriblement clair. La guerre avait été déclarée, et j'étais la seule à avoir entendu le coup de feu. Le trajet de retour à mon appartement fut silencieux, un silence épais et lourd qui semblait plus fort que des cris. Je regardais par la fenêtre du passager, les lumières de la ville se brouillant à travers les larmes que je refusais de laisser couler. Je sentais les regards inquiets de Mark, mais je ne pouvais me résoudre à parler. L'humiliation était une chose physique, un poids de plomb dans mon estomac. Une fois à l'intérieur, j'ai finalement laissé échapper un unique sanglot rauque. Mark ne s'est pas précipité pour me réconforter avec des platitudes. Il n'a pas dit « il ne le pensait pas » ou « ignore-les ». Au lieu de cela, il m'a entouré de ses bras, m'a serré fort, et quand mes sanglots se sont calmés, il m'a regardé droit dans les yeux, son propre visage rempli d'une colère froide que je n'avais jamais vue auparavant. « C'était la chose la plus délibérément cruelle à laquelle j'ai jamais assisté, » dit-il, sa voix basse et stable. « Ils ne t'ont pas seulement insulté, Jessica. Ils ont tenté d'assassiner ta réputation. Ils ont essayé de te rendre petite pour qu'ils puissent se sentir grands. » L'entendre le dire, entendre mes sentiments chaotiques et tourbillonnants de douleur et de colère articulés si clairement, c'était comme une clé tournant dans une serrure. C'était une validation, c'était une permission. « Je vois à quel point tu es brillante, » continua-t-il, ses mains tenant mon visage. « Je vois ton talent, ton dévouement, ta force. Ils sont tellement aveuglés par leur propre arrogance qu'ils ne peuvent pas voir le diamant qu'ils ont dans leur propre famille. Mais leur cécité ne te rend pas moins précieuse. » Ces mots étaient un baume sur la plaie vive de ma fierté. Il était mon allié, mon ancre dans cette tempête d'émotions. Il n'offrait pas seulement de la sympathie, il offrait de la force. « Alors, » dit-il, son ton passant de réconfortant à stratégique, « qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? Tu peux laisser ça t'écraser, ou tu peux décider que c'en est fini. Tu peux décider que tu vas reprendre ton pouvoir. Quoi que tu choisisses, je suis avec toi, à 100%. » Nous sommes restés éveillés toute la nuit à parler. Pour la première fois, j'ai laissé toutes les années de ressentiment se déverser. Chaque projet que j'avais géré et dont Amanda s'était attribué le mérite. Chaque commentaire méprisant de mes parents. Chaque fois où l'on m'avait fait sentir comme une assistante glorifiée dans l'entreprise que je maintenais à flot à moi seule. Au lever du soleil, les larmes avaient disparu.
La douleur était toujours là, mais ce n'était plus l'émotion dominante. Elle avait été consumée par une rage froide et silencieuse. Une résolution s'était installée au plus profond de mes os. J'ai regardé Marc, mon partenaire, mon allié, et j'ai dit « Je ne vais pas seulement démissionner, je vais prendre ce qui m'appartient. J'ai bâti cette entreprise de mes propres mains, et je vais la reprendre. » Il a simplement hoché la tête, un lent sourire déterminé se dessinant sur son visage. « Bien, dit-il. Faisons un plan. » La gagnante sous-estimée était enfin réveillée, et elle était prête à se mettre au travail. Ma transformation a commencé le lendemain. Je suis entrée dans le bureau de Harris Co. Designs, et pour la première fois, je ne l'ai pas vue comme l'entreprise de ma famille. Je l'ai vue comme une scène de crime, et j'étais l'enquêtrice principale. Mon comportement devait être parfait. De l'extérieur, j'étais la même vieille Jessica. Silencieuse, renfermée, peut être un peu maussade à cause du dîner, ce qui était exactement le comportement qu'ils attendaient. Ils ont interprété mon silence comme une défaite, comme si je pansais mes plaies. Ma mère a même appelé pour me dire de ne pas être si sensible et de m'excuser auprès d'Amanda pour avoir créé un malaise. Tel était le niveau de leur illusion. C'est cette arrogance, cette incapacité totale à me voir comme une penseuse stratégique qui allait devenir ma plus grande arme. L'ironie dramatique était une source de force constante et privée. Pendant qu'Amanda passait bruyamment un appel concernant les armoires sur mesure de son nouvel appartement, j'étais tranquillement dans mon bureau, non pas à bouder, mais à commencer mon audit méticuleux de toute notre opération. Ma première étape fut l'acquisition de données. Pendant des années, j'avais été celle qui gérait nos fichiers numériques et physiques car Amanda trouvait cela fastidieux. Maintenant, cette tâche fastidieuse était mon trésor. J'ai acheté un disque dur externe de 2 téraoctets et j'ai commencé une campagne systématique de duplication. J'ai copié chaque dossier de projet des 5 dernières années, chaque plan de conception, chaque chaîne de communication avec les clients. J'ai porté une attention particulière aux emails. Ceux où un client m'envoyait directement des éloges. « Jessica, c'est brillant, exactement ce que nous voulions », pour qu'ensuite Amanda réponde à tous depuis son compte. « Je suis si heureuse que ma vision ait pris vie. Merci à ma sœur pour son aide dans l'exécution. » Je les ai tous sauvegardés, créant une chronologie méticuleuse de mon travail et de ses vols de crédit. C'était une montagne de preuves, et elle grossissait chaque jour. Ensuite, je suis passée aux finances. En tant que comptable non officiel, j'avais un accès complet à notre logiciel de comptabilité. Je m'occupais toujours de la facturation et de la paie, tandis qu'Amanda gérait les cartes de crédit de l'entreprise. Elle se contentait de me remettre une épaisse liasse de reçus à la fin du mois, en marmonnant quelque chose sur les frais de clientèle. Je n'avais jamais remis cela en question. Maintenant, je remettais tout en question. J'ai commencé une nouvelle feuille de calcul secrète. Je suis remontée sur 3 ans, ligne par ligne, en recoupant chaque dépense de la carte d'Amanda avec nos dossiers de projet. Un déjeuner avec un client, je vérifiais le calendrier. S'il n'y avait pas de réunion, je le signalais. Une dépense pour des fournitures de bureau d'une marque de luxe, signalée. Lentement, un tableau écœurant a commencé à se dessiner. Ce n'était pas seulement quelques dépenses arrangées, c'était un détournement de fonds systématique et flagrant. Des milliers de dollars en vêtements de créateurs, week-end au spa, dîners somptueux avec ses amis, tous codés comme développement commercial ou divertissement client. Le nouvel appartement dont elle s'était vantée? Elle avait utilisé un chèque de l'entreprise de 30 000 $ pour une partie de son acompte, en l'étiquetant comme un dépôt pour un bail commercial. C'était ma preuve irréfutable. Ce n'était plus seulement une question de s'attribuer le mérite, c'était un crime. Et elle était si arrogante, si certaine de son statut intouchable, qu'elle avait à peine essayé de le cacher. Elle me tendait la corde pour la pendre, et je nouais le nœud coulant, patiemment et méthodiquement. Avec un disque dur rempli de preuves irréfutables, ma prochaine étape était de trouver le bon conseil juridique. Il ne pouvait pas s'agir d'un ami de la famille ou d'un avocat local que mes parents connaissaient. J'avais besoin d'un requin. J'avais besoin de quelqu'un qui ne serait pas intimidé par la réputation de ma famille et qui verrait cela non pas comme un conflit domestique désordonné, mais comme la malversation d'entreprise que c'était. Marc, toujours l'allié parfait, a utilisé son réseau professionnel pour m'obtenir une recommandation. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans le bureau élégant et intimidant de modernité de maître Eleanor Davis. Elle avait la fin de la cinquantaine, des yeux vifs et intelligents, et la réputation d'être une avocate redoutable. Elle était l'image même d'une professionnelle scrupuleuse. J'étais nerveuse en m'asseyant en face de son bureau en acajou poli. J'avais l'impression d'être une enfant qui dénonçait sa sœur. Mais, alors que je commençais à parler,
ma voix s'est affermie. J'ai exposé l'histoire logiquement, chronologiquement, tout comme j'avais organisé les fichiers sur mon disque dur. J'ai commencé par la structure opérationnelle, mon rôle par rapport à celui de ma sœur, et l'historique de ses appropriations de mon travail. Maître Davy écoutait patiemment, son expression indéchiffrable. Je sentais qu'elle pensait qu'il s'agissait juste d'une autre querelle de famille, menant peu, être à une simple dissolution de partenariat. Elle était professionnelle, mais je ne sentais pas qu'elle était encore vraiment de mon côté. Puis, j'ai branché le disque dur sur le grand écran de son bureau. Voici le portefeuille de projet des 5 dernières années, ai-je dit. J'ai ouvert le dossier du contrat de l'hôtel, celui qu'Amanda venait d'utiliser pour justifier son nouvel appartement. Je lui ai montré mes croquis conceptuels initiaux, les fichiers du logiciel d'architecture, avec mon identifiant et des milliers d'heures de travail enregistrées, la chaîne d'email où le client louait mes choix de conception spécifiques. Puis je lui ai montré le communiqué de presse, rédigé par Amanda, annonçant qu'elle avait obtenu le contrat grâce à sa vision novatrice. Maître Davis s'est penché en avant, ses yeux se plissant légèrement. Le masque professionnel était toujours là, mais une lueur d'intérêt s'était allumée. « C'est exhaustif », murmura-t-elle. « Mais l'attribution peut être difficile à prouver dans les entreprises familiales. »« Je comprends », ai-je dit, ma voix maintenant aussi froide et précise que les données que je présentais. C'est pourquoi j'ai aussi apporté les finances. J'ai ouvert la feuille de calcul secrète que j'avais créée. Le registre codé par couleur et méticuleusement documenté du détournement de fonds d'Amanda. Je lui ai montré les relevés de cartes de crédit, les notes de frais falsifiées, le chèque de 30 000 $ pour l'acompte de l'appartement déguisé en bail commercial. Le silence dans la pièce était absolu. Maître Davis parcourait les données, son expression passant de l'intérêt professionnel au choc, puis à une intensité sombre et concentrée. La protectrice s'était réveillée. Elle a levé les yeux de l'écran, et pour la première fois, elle m'a regardée non pas comme une cliente potentielle, mais comme une collègue stratège. « Mademoiselle Harris » dit-elle. Et la formalité avait disparu, remplacée par un ton de respect. « Ce n'est pas une querelle de famille, c'est un vol qualifié. Votre sœur ne s'est pas contentée de s'attribuer le mérite, elle vous a spolié. Et vos parents, en tant que copropriétaires, ont fait preuve de négligence à une échelle qui pourrait les rendre légalement responsables. » Elle a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux, puis m'a regardée avec une nouvelle lueur féroce. « Que voulez-vous, Jessica ?» demanda-t-elle, la même question que Marc avait posée, mais cette fois, il ne s'agissait pas de soutien émotionnel. Il s'agissait de stratégie juridique. « Je ne veux pas aller à la police, » ai-je dit. « Pas encore. C'est mon levier. Je veux l'entreprise. Je la veux tout entière. C'est moi qui l'ai construite. Elle est à moi. » Un lent sourire de loup se dessina sur le visage de Maître Davies. « Oh, je pense que nous pouvons faire bien mieux que ça, » dit-elle. « Passons en revue les statuts originaux de la société, voulez-vous ? J'ai le sentiment que votre sœur et vos parents ont oublié ce qui est écrit en petits caractères. » Les 3 mois suivants furent les plus stressants et étrangement exaltants de ma vie. Je menais une double vie complète. Le jour, j'étais la Jessica silencieuse, la fille et la sœur dévouée. J'allais au bureau, faisais mon travail et absorbais les commentaires condescendants et les attitudes suffisantes de ma famille. Amanda était dans sa gloire, entrant et sortant du bureau, régalant tout le monde avec les récits de la rénovation de son appartement et de la fabuleuse nouvelle vie qu'elle se construisait. Elle s'arrêtait souvent à mon bureau pour dire des choses comme « Tu as l'air si abattue ces derniers temps, Jess. Tu devrais vraiment essayer d'être plus positive. Regarde toutes les choses merveilleuses qui se passent. » L'ironie dramatique était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. Elle me faisait la leçon sur la positivité, alors que je planifiais méticuleusement sa chute. Mes parents appelaient pour me demander pourquoi je n'étais pas venue au dîner de famille. « Tu manques à Amanda ?» disait ma mère. « Tu sais à quel point elle apprécie ton soutien. » Chaque mot qu'il prononçait était du carburant. Chaque remarque condescendante, chaque déclaration inconsciente, je la classais mentalement à côté des feuilles de calcul et des documents juridiques qui s'accumulaient dans le bureau de Maître Davies. Les complices et l'exploiteuse arrogante étaient si sûrs de leur récit de ma faiblesse qu'ils ne pouvaient pas voir l'orage qui se formait juste devant eux. L'humour de la situation était sombre et profondément satisfaisant. C'était une joie mauvaise dans sa forme la plus pure et la plus prospective. Je m'asseyais dans des réunions où Amanda présentait mes créations comme les siennes, et je devais me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas sourire. Elle creusait sa propre tombe à chaque mot, et c'est moi qui lui avais tendu la pelle. Je savais quelque chose qu'elle ne savait pas, et cette connaissance secrète était une armure. La nuit, j'étais une personne différente. J'étais un général planifiant une campagne. J'avais des appels tardifs avec Maître Davy, passant en revue les précédents juridiques et la stratégie. Nous avons découvert une clause dans les documents de constitution originaux,
une clause de moralité sur laquelle mon père avait insisté il y a 20 ans, qui stipulait que tout associé reconnu coupable d'un acte de faute financière grave ou de turpitude morale pouvait être contraint à un rachat de ses parts par les autres associés pour une somme symbolique. C'était l'arme parfaite, cachée à la vue de tous. Marc était mon sanctuaire. Je rentrais à la maison, la tête pleine de jargon juridique et de rage refoulée, et il était simplement là. Il écoutait chaque détail, fournissant non seulement un soutien émotionnel, mais aussi une perspective aiguisée et analytique. Il m'a aidé à jouer le rôle de la confrontation inévitable, me préparant à l'assaut émotionnel que je savais imminent. « Ils vont te traiter de cruel », disait-il. « Ils vont te traiter d'ingrate. Ils vont essayer de te faire sentir coupable. Tu dois être prête pour ça. Souviens-toi pourquoi tu fais ça. » Il était mon allié dans tous les sens du terme, renforçant mes défenses et maintenant ma résolution forte. J'étais une espionne dans ma propre vie, une actrice sur une scène créée par ma famille, mais le dernier acte était celui que j'écrivais moi-même. La tension montait, un crescendo rythmique que seul moi et mon petit cercle d'alliés pouvions entendre. La dernière pièce du plan nécessitait un peu de théâtre. Maître Davis et moi avions décidé que pour rendre notre cas inattaquable, nous avions besoin d'une dernière preuve indéniable de l'imprudence d'Amanda, quelque chose qui se produirait après que j'ai déjà compilé mes preuves initiales de ses crimes passés. Cela montrerait un schéma de comportement continu et impénite. Nous devions tendre un piège, et je savais exactement quel appât utiliser. L'ego d'Amanda. L'entreprise venait de recevoir un paiement important, plus de 100 000 $, du projet hôtelier. Il se trouvait sur notre compte d'exploitation principal. Je savais qu'Amanda considérait ce compte comme sa tirelire personnelle. Je savais aussi que la rénovation de son appartement devenait de plus en plus chère et qu'elle se plaignait d'être à court de liquidités, malgré son style de vie extravagant. J'ai donc manigancé un problème. Je suis allée la voir avec une pile de factures de nos fournisseurs, dont certaines que j'avais stratégiquement retardé de soumettre. « Amanda », ai-je dit, en adoptant mon ton le plus impuissant et dépassé. « Je suis un peu débordée. Nous avons environ 40 000 $ de factures de fournisseurs en retard. Je crains que cela n'affecte notre code de crédit auprès d'eux. » J'ai observé son visage. Une lueur d'agacement, suivie d'une vague de mépris. « Oh, pour l'amour du ciel, Jessica, tu ne peux pas t'en occuper ?» Pélé, tout simplement. « Je peux, » dis-je, en baissant les yeux vers mes chaussures comme si j'avais honte. « Mais le paiement du projet hôtelier vient d'être crédité. Si nous payons tout cela maintenant, ça va prendre une grosse partie du compte tout de suite. Je sais que tu pensais à d'autres choses. » J'ai laissé la phrase en suspens. J'avais tendu la carotte. Je lui donnais l'excuse dont elle avait besoin. Un bon gestionnaire, un partenaire responsable, aurait dit « Payons d'abord les fournisseurs. Nos obligations commerciales passent avant tout le reste. » Mais Amanda n'était pas un bon gestionnaire. Elle était une exploiteuse arrogante. « Ne sois pas si dramatique, » ricana-t-elle. « Les fournisseurs peuvent attendre quelques semaines de plus. De toute façon, ils sont toujours si désespérés de faire affaire avec nous. J'ai besoin de transférer des fonds pour l'appartement. Je m'occuperai moi-même du transfert pour que tu n'aies pas à t'en soucier. » C'était plus parfait que je n'aurais pu l'imaginer. Plus tard dans la journée, j'ai vérifié les registres bancaires en ligne. Comme je l'avais prédit, elle n'avait pas transféré une petite somme. Elle avait transféré la somme stupéfiante de 60 000 $ directement du compte de l'entreprise à son compte personnel, en étiquetant la transaction « Distribution aux actionnaires à Harris ». Il n'y avait bien sûr aucune distribution correspondante pour les autres actionnaires, moi et mes parents. C'était flagrant, c'était arrogant, et c'était le dernier clou dans son cercueil. J'ai immédiatement téléchargé le relevé bancaire, les sauvegardé en PDF et les envoyé par email à Maître Davis avec un simple objet, échec et mat. Le piège s'était refermé, et la proie y avait marché droit dedans, aveuglée par sa propre cupidité et sa sous-estimation totale de la femme silencieuse dans le bureau du coin. La semaine précédente, la confrontation fut surréaliste. Un calme profond et troublant s'est abattu sur moi. L'énergie frénétique de la collecte de preuves et de la planification stratégique a été remplacée par le poids silencieux et lourd de l'inévitabilité. Tout était en place. Les documents étaient notariés, les arguments répétés, la réunion fixée. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre. C'était comme le moment d'immobilité au sommet d'une montagne russe, juste avant la plongée terrifiante et exaltante. Ma famille, bien sûr, n'a rien remarqué. Ils étaient dans une ignorance béate, absorbés par leur propre drame. Amanda était aux anges, occupée à commander du marbre italien pour sa nouvelle salle de bain, payée avec les fonds qu'elle venait de voler. Mes parents planifiaient des vacances, disant à quel point il était merveilleux que l'entreprise soit si prospère qu'elle pouvait se gérer toute seule, une déclaration si profondément ironique qu'elle en était presque douloureuse.
Ils vivaient dans une réalité que je leur avais méticuleusement construite, et j'étais sur le point de tout démolir. Un soir, Marc est venu à mon appartement et m'a trouvée assise sur mon canapé, le regard dans le vide. Il n'a rien dit, s'est juste assis à côté de moi et a pris ma main. « C'est normal d'avoir peur, » dit-il doucement. « Tu es sur le point de faire quelque chose d'énorme. » Je l'ai enfin regardé, et le barrage de mon sang-froid s'est un peu fissuré. « Et si j'étais le monstre, Marc ?» ai-je murmuré. « Et s'ils avaient raison, et que je ne suis qu'une personne cruelle et vindicative pour faire ça? C'est ma famille. » Il a serré ma main, sa poigne ferme et rassurante. « Se sont-ils inquiétés d'être des monstres quand ils t'ont humilié devant moi? Amanda s'est-elle inquiétée d'être un monstre quand elle a volé ton travail et ton argent pendant des années? Tes parents se sont-ils inquiétés d'être des monstres quand ils ont tout vu et n'ont rien fait? Il ne s'agit pas de cruauté, Jessica. Il s'agit de justice. Tu ne détruis pas ta famille. Tu t'échappes d'un système toxique qui te détruisait. Tu te choisis, toi, et c'est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. » Ces mots m'ont recentré. Il avait raison. Ce n'était pas une vengeance. C'était une mission de sauvetage, et je me sauvais moi-même. J'ai passé les derniers jours dans un état de détachement émotionnel délibéré. Je me suis concentrée sur les faits, les chiffres, les chronologies. J'ai relu les emails. J'ai regardé la feuille de calcul des fonds détournés. Chaque fois qu'une pointe de culpabilité ou de doute s'insinuait, je regardais les preuves et ma résolution se durcissait comme de l'acier. Je n'étais pas la méchante de cette histoire. J'étais la protagoniste qui, enfin, après des années d'abus, écrivait sa propre fin. La nuit précédant la réunion, je n'ai pas pu dormir, mais je n'étais pas anxieuse. J'étais prête. J'ai préparé mes vêtements pour le lendemain, un tailleur simple, sévère, gris foncé, c'était mon armure. Je me sentais comme un soldat se préparant pour une bataille déjà gagnée, une bataille dont l'issue était certaine, car l'autre camp n'avait aucune idée qu'il était même sur le terrain. Le calme avant la tempête fut le plus paisible que j'ai connu depuis des années, car je savais qu'après le tonnerre et les éclairs, il y aurait enfin un ciel clair. Le matin de la confrontation, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais jamais connue. Je suis entrée dans l'immeuble de bureau de Arisco Design, un lieu qui avait été la source de tant de ma frustration et de ma douleur, et je n'ai ressenti qu'un sentiment de but froid et net. J'avais réservé la salle de conférence principale pour 10 heures, sous le prétexte d'un « bilan de performance trimestrielle ». Mes parents et Amanda sont arrivés ensemble, avec environ 10 minutes de retard, entrant avec un air d'importance affectée. Ma mère se plaignait déjà de la circulation. Mon père était au téléphone. Amanda est entrée nonchalamment, tenant un café ridiculement cher, et m'a regardée avec un sourire condescendant. « Très bien, Jessica, de quoi s'agit-il » dit-elle, en prenant une gorgée de son latte. « J'ai une réunion avec mon entrepreneur à 11 heures, alors faisons vite. Encore un drame ? Quelque chose comme ça, ai-je dit, ma voix égale. Je me suis dirigée vers la lourde porte en chaîne de la salle de conférence et j'ai tourné la serrure. Le léger déclic a résonné dans la pièce soudainement silencieuse. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi. L'agacement sur leur visage était lentement remplacé par la confusion. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé mon père, en baissant son téléphone. « Je m'assure que nous n'aurons aucune interruption, » ai-je répondu, en me dirigeant vers le bout de la grande table en acajou. Ma place habituelle était sur le côté, à quelques chaises de distance, la place de celle qui prend des notes, de l'assistante. Aujourd'hui, j'ai pris la place en bout de table, celle que mon père occupait autrefois. Je leur ai fait signe de s'asseoir. Ils ont échangé des regards hésitants mais ont obtempéré, leurs mouvements soudainement moins assurés. Je les ai regardés chacun à leur tour, en établissant un contact visuel. Mon père, le complice passif. Ma mère, la fervente supportrice de ma sœur. Et Amanda, l'exploiteuse arrogante, qui essayait toujours de projeter une aura de supériorité ennuyée, bien qu'une petite ride de froncement soit apparue entre ses sourcils parfaitement épilés. J'ai convoqué cette réunion, ai-je commencé, ma voix ne trahissant aucune émotion, pour discuter des événements de votre dîner d'anniversaire, il y a 6 mois. Amanda a carrément levé les yeux au ciel. « Oh mon Dieu, on en est encore là ?» « Jessica, tu dois apprendre à lâcher prise. C'était juste pour s'amuser un peu. »« C'était amusant pour toi, Amanda ?» ai-je demandé, mon ton dangereusement doux. « C'était amusant d'essayer de m'humilier devant Marc, de me peindre comme une imbécile pathétique et sans ambition, de raconter des histoires que tu savais destinées à me blesser ? Tu es si sensible » intervint ma mère, sa voix prenant le ton défensif familier. « Ta sœur ne faisait que te taquiner. C'est ce que font les familles. »« Non, dis-je, ma voix se durcissant, la coupant net. Ce que vous avez fait était une tentative calculée de renforcer un récit que vous avez promu toute ma vie. Qu'Amanda est la star,
et que je suis son assistante? Quel est le talent et que je suis l'aide? Quel est le génie des affaires et que je m'occupe des petits détails? L'air dans la pièce s'épaissit de tension. Le scénario auquel ils étaient habitués n'était pas suivi. Je ne pleurais pas, je ne suppliais pas. J'étais le procureur. La confusion initiale sur leur visage a commencé à se transformer en colère défensive. Ils n'avaient pas l'habitude d'être défiés, surtout pas par moi. « Je ne sais pas ce qui te prend, Jessica, » dit mon père, sa voix s'élevant. « Mais cette attitude est complètement inacceptable. Tu dois des excuses à ta sœur pour cette embuscade. »« Des excuses ?» ai-je demandé, laissant échapper un rire court et sec, dénué d'humour. Cela les a surpris. Je n'avais jamais ri comme ça auparavant. « Parlons plutôt de ce qu'on me doit. » J'ai attrapé un lourd classeur à côté de ma chaise, celui que Maître Davies et moi avions préparé. Je l'ai posé sur la table avec un bruit sourd, solide et définitif. Le son a semblé aspirer le reste d'air de la pièce. Ce classeur, ai-je dit en tapotant la couverture, est mon bilan de performance. Celui que vous n'avez jamais pris la peine de faire. Je l'ai ouvert à la première section, marquée d'une simple étiquette, portefeuille de projet, le contrat de l'hôtel. J'ai tourné le classeur pour qu'il puisse voir. À l'intérieur se trouvaient mes croquis initiaux, mes notes, les emails des clients qui m'étaient adressés, les spécifications techniques que j'avais rédigées. « Amanda, » ai-je dit, mes yeux se fixant sur les siens. « Tu as dit à Marc que tu avais décroché ce contrat. Tu as dit à maman et papa que c'était ta victoire. Tu m'as dit de t'aider à choisir les couleurs de peinture en récompense de mon travail. Peux-tu m'expliquer ces documents? Peux-tu expliquer pourquoi chaque document clé, créatif et technique, porte mon nom, ma signature numérique, mes horodatage ?» Le visage d'Amanda, qui avait été un masque d'indignation, a commencé à se fissurer. Elle a balbutié. « Eh bien sûr que tu as aidé. Tu es ma sœur. Nous sommes une équipe. »« Sommes-nous une équipe ?» ai-je insisté, en tournant la page. « Et le projet de la résidence Kensington? Celui qui nous a valu le prix de design de la ville l'année dernière? Le prix qui est actuellement sur ta cheminée ?» Je leur ai montré la présentation que j'avais construite, celle qu'Amanda avait livrée comme la sienne. Je leur ai montré l'email du client disant « Jessica, votre vision de l'espace est tout simplement époustouflante. » Puis je leur ai montré l'email d'Amanda à nos parents disant « On a gagné, tellement ravi que mon travail acharné ait porté ses fruits. » Mes parents étaient maintenant silencieux, leur visage un mélange de choc et d'incrédulité. Ils étaient les complices, les témoins passifs. Et pour la première fois, la preuve de leur complicité était exposée devant eux en noir et blanc. Ils avaient choisi de croire à un mensonge parce que c'était plus facile, et la vérité les mettait maintenant profondément mal à l'aise. Pendant 10 ans, ai-je dit, ma voix un bourdonnement bas et régulier de fureur contenue, j'ai été le moteur de cette entreprise. J'ai conçu, géré et exécuté presque tous les grands projets que nous avons entrepris. Et pendant 10 ans, vous avez pris le crédit, l'argent et la gloire, tout en me rejetant comme votre aide. Amanda, voyant que ses tactiques habituelles de fanfaronnade et de charme échouaient, a eu recours au déni pur. « Tu mens, tu déformes les choses, tu as toujours été jalouse de moi. » « Jalouse ?» J'ai répété le mot lentement, le laissant flotter dans l'air. « Oh, Amanda, nous sommes bien au-delà de la jalousie. La jalousie, c'est ce que je ressentais à 22 ans. Ce que je ressens maintenant est beaucoup plus froid. Passons à la section suivante, voulez-vous? Celle-ci est intitulée « Finance ». Et c'est là que j'ai vu la première lueur de peur authentique dans les yeux de ma sœur. C'était le moment. Le tournant de toute la confrontation, le pivot sur lequel leur monde était sur le point de se briser. Toute l'arrogance, tout le mépris suffisant, allait être consumé par la lumière crue et impitoyable de la réalité financière. J'ai tourné à la section suivante du classeur. Elle était remplie de feuilles de calcul, de relevés bancaires et de rapports de cartes de crédit, tout soigneusement organisés. L'humour ludique et ironique que j'avais ressenti en compilant tout cela avait disparu, remplacé par la satisfaction sinistre d'un chasseur acculant sa proie. « Comme vous le savez, » dis-je, ma voix maintenant dépourvue de toute chaleur, devenant l'instrument clinique et précis de mon avocate, je m'occupe de la comptabilité de l'entreprise depuis 8 ans. Un travail fastidieux que tu n'as jamais voulu, Amanda. Mais cela m'a fourni un aperçu unique des flux de trésorerie de l'entreprise. J'ai fait glisser une seule feuille de papier sur la table vers elle. C'était un résumé de ses dépenses de cartes de crédit d'entreprise pour le dernier exercice fiscal, ventilé par catégorie. Tu as dépensé 19 000 $ en vêtements et accessoires. 17 000 en spa et voyage, 24 000 en repas et divertissements. Un total de plus de 75 000 $ de dépenses personnelles facturées à l'entreprise. Amanda a fixé le papier, son visage perdant toute couleur. C'était des dépenses de clientèle, du développement commercial,
Tu ne peux pas prouver que ce n'en était pas. Sa voix était un peu trop forte, un peu trop stridente. La panique s'installait. Ah non, ai-je répondu calmement. J'ai tapoté le gros classeur. Ici, j'ai recoupé chacune de ces dépenses avec ton calendrier officiel et nos dossiers clients. Le week-end au spa à Napa, il n'y avait aucun client à Napa. La virée shopping de 5 000 $ à New York, tu l'as classée comme recherche de matériaux, mais les seuls matériaux que tu as trouvés provenaient de chez Chanel et Gucci. Les dîners hebdomadaires à 1 000 $ dans ce restaurant chic du centre-ville, c'était toujours avec tes amis, mais ils avaient toujours cru en sa compétence fondamentale, bien que flamboyante. Ils la croyaient une star, pas une voleuse. Amanda, est-ce que c'est vrai ? A murmuré ma mère, sa voix tremblante. Mais je n'avais pas fini. J'ai sorti le document final, le plus accablant. Une copie du virement bancaire de 60 000 $ du compte d'exploitation de Harris Co. à son compte courant personnel, daté d'à peine 2 semaines. La preuve irréfutable. Et puis il y a ça, dis-je, en le plaçant au centre de la table. 60 000 $. Tu l'as étiqueté distribution aux actionnaires. C'est drôle, parce qu'en tant qu'actionnaire à 30% moi-même, je ne me souviens pas d'avoir reçu ma distribution. Maman, papa, avez-vous reçu la vôtre ? J'ai regardé mes parents. Ils fixaient simplement le papier, sans voix. Leur monde s'effondrait visiblement. L'enfant prodige était une fraudeuse et une criminelle. L'entreprise familiale qu'ils avaient bâtie n'était qu'une tirelire pour son style de vie somptueux. Cet argent, dis-je, mon regard revenant sur ma sœur, qui semblait maintenant physiquement malade, était pour nos fournisseurs, pour payer les factures que tu m'as dit d'ignorer. Tu n'as pas seulement volé l'entreprise, Amanda. Tu as commis une fraude électronique. Tu as détourné des fonds. Ce ne sont pas des petits détails, n'est-ce pas ? Ce sont des délits graves. Le mot est resté en suspens dans l'air, lourd et létal. Délits graves. La bravade, l'arrogance, une vie entière de confiance imméritée, tout cela s'est brisé face à ce simple terme juridique. Amanda a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Elle était brisée. Et c'est moi qui l'avais fait. Le silence dans la pièce était absolu, rompu seulement par un petit hoquet étouffé de ma mère. Amanda était livide, les yeux écarquillés d'une terreur si profonde qu'elle en était presque pitoyable. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. La dynamique du pouvoir n'avait pas seulement changé, elle avait été complètement et irrévocablement inversée. J'ai laissé le silence s'étirer, permettant au poids total de leur nouvelle réalité de s'installer. Je n'étais plus la petite sœur silencieuse, j'étais celle qui tenait toutes les cartes. Donc, dis-je, ma voix calme et délibérée, brisant le silence, nous nous trouvons à un carrefour, et vous avez 2 chemins que vous pouvez choisir. J'ai demandé à mon avocate, maître Eleanor Davy, de préparer les documents pour les 2 options. J'ai sorti 2 dossiers de ma mallette, les plaçant côte à côte sur la table. Option 1, dis-je, en tapotant le dossier de gauche. Je prends ce classeur, et les copies numériques de tout ce qu'il contient, au bureau du procureur. Je dépose une plainte à la police pour vol qualifié et fraude électronique contre Amanda. Étant donné le montant et la nature délibérée de la tromperie, le procureur engagera presque certainement des poursuites. Amanda fera face à un procès pénal. Elle purgera probablement une peine de prison. L'entreprise sera auditée, votre négligence en tant qu'actionnaire majoritaire sera exposée, et le scandale détruira à jamais le nom de Harris Co. Vous perdrez tout. Votre réputation, vos économies, votre fille. J'ai marqué une pause, les laissant absorber l'horreur de ce scénario. Puis j'ai tapoté le dossier de droite. Ensuite, il y a l'option 2, ai-je poursuivi. Dans ce dossier se trouve un accord de transfert d'actions et un nouvel accord d'exploitation pour l'entreprise. Vous, maman et papa, me céderez vos 60% de parts, avec effet immédiat. Amanda cédera ses 10%. Je deviendrai l'unique propriétaire de Harris Co. Design. Amanda a finalement retrouvé sa voix, un cri étranglé et désespéré. « Tu ne peux pas! L'entreprise vaut des millions !» « L'entreprise vaut des millions grâce à mon travail, » l'ai-je corrigé, ma voix comme de la glace. « Mais je suis une personne généreuse. Donc, selon cet accord, maman et papa recevront une petite rente fixe sur les bénéfices, suffisante pour vivre confortablement, à condition de leur non-implication totale et définitive dans l'entreprise. Amanda, dis-je, la regardant directement, recevra une indemnité de départ, $1. La cruauté de la chose était délibérée, un remboursement symbolique pour chaque fois où il m'avait fait sentir sans valeur. Vous avez 1 heure pour décider, ai-je conclu. Maître Davies est dans le bureau d'à côté, avec un notaire. Si vous choisissez l'option 2, nous signons aujourd'hui et ce classeur sera enfermé dans un coffre-fort. Sinon, je passe un coup de fil, et vos vies telles que vous les connaissez sont terminées.
Le choix vous appartient. Dès que j'ai fini de parler, la pièce a explosé. C'était un tourbillon de désespoir et de rage. Amanda a été la première à craquer, sa terreur se transformant en une fureur sauvage et stridente. « Tu ne peux pas faire ça, espèce de monstre, espèce de serpent venimeux et jaloux. » Elle s'est levée si vite que sa chaise a grincé contre le sol. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai donné une place dans cette entreprise. » Ma mère, un instant auparavant sous le choc, s'est maintenant précipitée à la défense d'Amanda, ses instincts maternels l'emportant sur toute logique. « Jessica, pour l'amour de Dieu, c'est ta sœur, ta famille. Tu détruirais ta propre sœur pour de l'argent, après tout ce que nous t'avons donné ?» C'était exactement ce que Mark avait prédit, les accusations de cruauté, d'ingratitude. Mais j'étais préparée. Leurs mots, qui autrefois m'auraient brisée, me semblaient maintenant des flèches pathétiques et mal tirées. Je suis restée assise, mes mains calmement jointes sur la table devant moi. « Tout ce que vous m'avez donné ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. « Vous m'avez donné un travail avec un titre dégradant et un salaire qui n'était qu'une fraction de ma valeur. Vous m'avez donné des années de condescendance et de mépris. Vous m'avez fait l'honneur de regarder ma sœur voler mon travail et mon avenir pendant que vous l'applaudissiez. N'osez même pas me parler de gratitude. » Mon père, qui était resté silencieux et le visage livide, a finalement parlé, sa voix un faible plaidoyer. « Jessie, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. On remboursera l'argent. On te donnera une augmentation, un nouveau titre, tout ce que tu veux. »« Ce que je veux, dis-je, le coupant, ma voix dure comme le silex, c'est la justice. Ce que je veux, c'est ce que j'ai mérité. Le temps de la négociation, c'était il y a des années. Le temps pour vous de voir ma valeur, c'était chaque jour où je suis venue dans ce bureau et j'ai sauvé cette entreprise de votre incompétence et de la cupidité de votre fille. Ce temps est révolu. Ce n'est pas une négociation. C'est une reddition. » Amanda, voyant que sa rage n'avait aucun effet, a changé de tactique pour se lancer dans des supplications désespérées. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage coûteux. « S'il te plaît, Jessie, non. Tu vas ruiner ma vie. Je n'aurai plus rien. S'il te plaît, je suis ta sœur. » La voir, elle, la reine arrogante réduite à une mendiante pleurnicharde, n'a suscité en moi aucune pitié. J'ai seulement ressenti un sentiment froid et net de finalité. « Tu aurais dû y penser quand tu réservais des journées au spa avec la carte de l'entreprise, » ai-je dit sèchement. « Tu aurais dû y penser quand tu t'es tenue à ce dîner et que tu as essayé de me démolir devant l'homme que j'aime. Tu as fait tes choix, Amanda. Maintenant tu vas vivre avec les conséquences. » J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur le mur. Il vous reste 45 minutes. La combativité les a alors quittés, remplacés par la sombre réalité de leur position. Il y a eu plus de pleurs, plus d'accusations amères et chuchotées, mais l'énergie avait disparu. Ils savaient qu'ils avaient perdu. Ils se sont retournés les uns contre les autres un instant, mes parents blâmant l'imprudence d'Amanda, Amanda blâmant leur inconscience. C'était un spectacle pathétique et laide, le râle d'une dynamique familiale toxique. Finalement, mon père, avec un soupir de défaite qui semblait vider son âme, m'a regardé et a hoché la tête. « Faites venir l'avocate. » L'heure qui a suivi a été un enchaînement de formalités juridiques qui semblaient à la fois monumentales et banales. Maître Davies est entré dans la pièce, sa présence dégageant une puissance calme et autoritaire qui a fait taire les derniers gémissements de ma mère. Elle ne jubilait pas. Elle était purement professionnelle, sa voix nette et précise alors qu'elle expliquait les termes de chaque document dans un langage clair et simple. Elle était là pour s'assurer que la reddition soit exécutée sans faille. Je les ai regardés signer les papiers, leurs mains tremblantes. Mon père, le visage un masque de résignation lasse. Ma mère, des larmes coulant sur le papier épais et d'apparence importante. Et Amanda, sa signature un gribouillis arachnéen à peine lisible, son visage une coquille vide de la femme vibrante et confiante qu'elle avait été quelques heures auparavant. Le notaire a apposé son sceau sur chaque signature avec un bruit lourd et final. C'était fait. J'étais maintenant propriétaire à 100% du nouvellement restructuré J. Harris Design Group. Quand le dernier papier fut signé, ma famille, mon ancienne famille, s'est levée pour partir. Ils ne m'ont pas regardé. Le silence était épais de haine et de défaite. Alors qu'Amanda passait à côté de moi, elle s'est penchée et a murmuré, sa voix un sifflement venimeux. « J'espère que tu es heureuse. J'espère que tu pourriras dans ce bureau toute seule. » Je n'ai pas bronché. Je l'ai juste regardé, mon expression indéchiffrable, et je n'ai rien dit. Ces mots n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Après leur départ, Maître Davies a rangé les documents signés dans sa mallette. Elle s'est tournée vers moi, et pour la première fois, son attitude professionnelle s'est adoucie en un sourire sincère et respectueux. « Félicitations, Jessica, dit-elle.
Vous l'avez fait. Nous nous sommes serrés la main, et alors qu'elle partait, je me suis retrouvée seule dans la salle de conférence. Ma salle de conférence, mon entreprise. La première chose que j'ai faite a été d'appeler un serrurier pour changer toutes les serrures du bâtiment. La deuxième a été d'appeler la sécurité pour s'assurer que les membres de ma famille n'étaient plus autorisés dans les locaux. La troisième a été d'entrer dans le bureau absurdement grand et opulent d'Amanda. J'ai regardé le prix sur sa cheminée, celui que j'avais gagné. J'ai regardé l'art coûteux sur les murs, payé avec mon travail. Je n'ai pas ressenti une vague de joie triomphante, j'ai ressenti du calme. J'ai ressenti un sentiment de paix profonde et totale. Plus tard dans la journée, la nouvelle de la prise de contrôle hostile, formulée de manière beaucoup plus diplomatique dans l'email officiel que j'ai envoyé au personnel, a commencé à se répandre. J'ai convoqué une réunion de toute l'entreprise. J'ai annoncé ma nouvelle propriété et j'ai annoncé une augmentation générale immédiate de 10% pour chaque employé, sauf moi-même. Les regards de choc puis de joie naissante sur les visages de mon personnel, ceux qui avaient vu la vraie dynamique pendant des années, ont été la première véritable récompense. J'ai promu notre dessinateur en chef, un homme d'un immense talent qu'Amanda avait toujours méprisé, pour être mon nouveau bras droit. En une seule journée, j'avais commencé à défaire des années de leadership toxique. Ce soir-là, je suis rentrée chez Marc. Il avait une bouteille de champagne qui attendait. Nous n'avons pas célébré bruyamment. Nous nous sommes juste assis sur le canapé, et j'ai posé ma tête sur son épaule, complètement et totalement épuisée. « Tu as été incroyable », dit-il doucement. J'ai juste hoché la tête, trop fatiguée pour parler. La guerre était finie. Le plus difficile, construire la paix, ne faisait que commencer. Et pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment en charge de la construction. Les mois qui ont suivi ont été une période de travail intense et de réinvention profonde. Je me suis lancée à corps perdu dans la reconstruction de l'entreprise à mon image. Je l'ai renommée Precision Design Group, un nom qui reflétait mes propres valeurs de précision, de qualité et d'intégrité. J'ai rencontré chaque client, grand et petit, pour les rassurer sur la stabilité de l'entreprise et pour me présenter à nouveau, non pas comme la femme de l'ombre, mais comme la force créatrice et la nouvelle dirigeante. La réponse a été extrêmement positive. Beaucoup d'entre eux, s'est-il avéré, avaient toujours su qui faisait vraiment le travail. Ils étaient soulagés de traiter directement avec moi. L'entreprise n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Les bénéfices des 6 premiers mois sous ma direction ont augmenté de 20%, résultat direct de l'élimination des dépenses extravagantes et frauduleuses d'Amanda et de ma gestion de projets plus efficace. J'ai accordé une autre série de primes au personnel. L'atmosphère du bureau est passée d'un ressentiment tendu et silencieux à un centre dynamique, collaboratif et créatif. Le meilleur était de voir mon équipe s'épanouir maintenant qu'elle ne vivait plus dans l'ombre de l'ego d'Amanda. Quant à mon ancienne famille, leur chute a été aussi rapide que prévisible. La nouvelle qu'Amanda avait été évincée de sa propre entreprise familiale s'est répandue comme une traînée de poudre dans leur cercle social. L'histoire officielle était vague, parlant de divergence créative, mais les rumeurs étaient bien plus dramatiques et beaucoup plus proches de la vérité. Amanda, privée des fonds de l'entreprise qui avait alimenté toute son existence, a dû vendre son nouvel appartement à perte avant même d'y avoir complètement emménagé. Elle a vendu sa voiture de luxe et a déménagé dans un petit appartement en location. La dernière chose que j'ai entendue, par une ancienne connaissance, c'est qu'elle travaillait comme hôtesse dans un restaurant le même où elle dépensait des milliers de dollars aux frais de l'entreprise. La joie mauvaise était puissante. Mes parents étaient socialement isolés. Leurs amis, ceux qui avaient autrefois admiré leur succès, les regardaient maintenant avec un mélange de pitié et de suspicion. Ils avaient soutenu un monstre et s'étaient fait déjouer par la victime qu'ils avaient ignorée. Ils ont essayé de me contacter plusieurs fois. Des messages vocaux suppliants de ma mère, de longs emails décousus de mon père sur le pardon et le caractère sacré de la famille. Je n'ai jamais répondu. Je les avais bloqués sur mon téléphone, mes emails, ma vie. Je leur versais leur rente, comme promis dans l'accord. C'était une transaction commerciale, rien de plus. C'étaient des fantômes d'une vie passée. Marc et moi nous sommes encore plus rapprochés. Il était mon partenaire dans tous les sens du terme, célébrant mes victoires, réfléchissant avec moi à de nouvelles idées commerciales et me rappelant de respirer et de profiter de la nouvelle vie que j'avais construite. Nous avons acheté une maison ensemble, une belle maison moderne que nous avons conçue nous-mêmes, un véritable partenariat. Ma vie était pleine, non pas du drame bruyant de ma famille, mais de la joie calme et constante d'un travail qui a du sens, d'une relation amoureuse et d'un sentiment profond et inébranlable de ma propre valeur. J'étais enfin en paix, une paix que j'avais conquise moi-même. Elle ne m'avait pas été donnée.
Je m'étais battue pour elle, et elle n'en était que plus précieuse. La gagnante sous-estimée avait enfin obtenu la seule chose qui avait toujours été hors de sa portée, la liberté.